On va aller maintenant au fédéral très rapidement, puis on va terminer là-dessus parce que ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'on parle un peu du déclin de Justin Trudeau et des libéraux au fédéral. Et on se demandait, est-ce que c'est possible de renverser cette tendance-là? Il y a une énorme avance que les conservateurs ont pris à Ottawa. Il y a une visibilité énorme que bénéficie le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Et cette semaine, pour ajouter à ça, il y a un sondage Nanos qui sort qui détruit complètement le Parti libéral de Justin Trudeau partout au Canada, à l'exception du Québec. Puis, évidemment, il y a une explication là-dedans parce qu'on n'oublie pas qu'au Québec, il y a le Bloc québécois qui divise un peu le vote. Donc, à mon sens, à moi, c'est peut-être aussi la raison que le Parti libéral du Canada demeure un peu en avance. Mais en général, Salim, ça va vraiment mal pour Justin Trudeau. Dans toutes les provinces, il est perdant. Et pas d'un tout petit peu, là. Il est perdant de beaucoup. Et le Parti conservateur, je pense, est en avance de 19 points. Et même... ouais, c'est ça. Le seul avantage là, de Justin Trudeau, c'est que dans les votes pour le meilleur premier ministre, il devance Singh. C'est ça. C'est le seul point. Parce que dans les intentions de vote en général, ils sont à égalité avec le NPD à 22%. Les conservateurs sont à 41%. Ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. Puis, on va revenir parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Je ne comprends pas la stratégie qu'ils vont utiliser. Mais après ce sondage-là, parce qu'on a déjà discuté, est-ce qu'on peut renverser? Qu'est-ce qui arrivera dans les prochains mois ou années à suivre pour le Parti libéral du Canada? C'est difficile à dire. Une chose certaine, c'est que les conservateurs, maintenant, they're flying high, comme on dit. Bon, écoute, regarde, les chiffres sont têtus. Je comprends que ce sont juste des sondages d'opinion, donc c'est pas un vrai vote, mais on voit une tendance claire de se dessiner, surtout depuis l'été, même avant, mais surtout depuis l'été. Donc, on ne peut pas nier ça. Puis quand cette tendance se cristallise, ben, souvent, il peut y avoir des conséquences pour le parti au pouvoir rendu aux élections. Bon, cela dit, c'est toujours difficile de répondre à la question que tu poses, c'est-à-dire, y a-t-il moyen de renverser cette tendance ou est-ce que les jeux sont faits, c'est terminé pour les libéraux de M. Trudeau? C'est très difficile de répondre parce que, d'abord, la politique, c'est pas une science exacte. Mm-hmm. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Pas juste ce qui peut se passer dans l'isoloir, mais qu'est-ce qui peut se passer qui pourrait soit freiner cette montée des conservateurs ou qui pourrait redonner un certain espoir, effectivement, aux libéraux. Donc, tu sais, moi, je veux juste rappeler une chose. Avant que je rappelle une chose, je veux juste que tu comprennes que je vois les choses comme toi, tu les vois. Hein. C'est les mêmes chiffres qu'on regarde. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Moi, j'essaye juste de voir un coup de plus ou un coup d'avance en me disant juste une chose. Les conservateurs sont très hauts dans les sondages. Mais ils sont très hauts dans les sondages, mais on ne sait pas quand va avoir lieu la prochaine campagne électorale. Est-ce qu'elle va avoir lieu le printemps prochain? Est-ce qu'elle va avoir lieu l'année prochaine en même temps que les élections américaines? Est-ce que ça va être le printemps d'après ou le début d'automne d'après qui serait la fin officielle de la législature actuelle? Honnêtement, on ne le sait pas. Puis ce qu'on sait par contre, c'est qu'en politique, et on le dit souvent, 6 mois c'est une éternité. Donc s'il reste 18 mois, je te dirais, il reste encore 3 éternités pour M. Trudeau et aux libéraux de remonter dans les sondages ou de voir les conservateurs baisser. D'ailleurs,
quand tu es très haut dans les sondages, attention, les médias commencent aussi à te regarder, même si tu es l'opposition. Commencent à te regarder, commencent à te scruter, à voir qu'est-ce que tu fais, de bien, de pas bien, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu caches pas. Et puis, tu es un peu, bien sûr, la cible des différents partis, que ce soit celui au pouvoir qui veut s'y maintenir ou les autres partis d'opposition comme le NPD ou le Bloc. Et tu es aussi, comment dire, sensible aux erreurs de ton propre camp qui peuvent être commises par ton propre camp. Tu sais, la semaine dernière, on n'en a pas parlé parce que, bon, c'était pas un sujet assez important, mais quand même, M. Poilievre s'était mis un peu les pieds dans la bouche en parlant d'un attentat terroriste à la frontière américaine, quand même les Américains, ils sont comme ça n'a aucun rapport. T'sais, on s'entend que s'il y avait eu l'ombre d'un doute d'un attentat terroriste du côté américain, à côté de notre frontière, les Américains ne se seraient pas gênés pour en parler, là, je veux dire. Donc, c'était absolument, j'ai envie de te dire, lunaire. On aurait dit que M. Poilievre cherchait à rajouter une espèce de tension supplémentaire au Canada, surtout qu'on est dans un contexte de nouvelles au niveau international qui est un peu pénible avec ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs. Donc, c'était pas très intelligent de sa part, j'ai envie de dire, en tout respect. Puis, pas plus tard que hier ou avant-hier, une députée ontarienne, albertaine, conservatrice, qui demandait à une ministre libérale... Mme Saint-Onge, oui. À Mme Saint-Onge, une ministre donc, du Québec, libérale, mais élue du Québec, de lui répondre en anglais, pas en français. Bon, on a compris qu'il y avait une espèce de petit jeu parlementaire, mais il reste que c'est pas le genre de demande qu'on fait. Puis, est-ce que les conservateurs ont véritablement besoin de ça au Québec? Je suis pas sûr. Surtout quand tu sais que le Bloc est là et puis qu'il peut se saisir de ça. Donc, bref. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que beaucoup de choses peuvent se passer. Maintenant, de là à te dire que ça va renverser la tendance, que ça va sauver le gouvernement en place... je ne suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas capable de répondre à ça. Mais de nature, je suis un peu comme ça. Quand je regarde les choses, j'ai tendance à être un peu prudent parce que on ne sait jamais. On ne peut jamais savoir qu'est-ce qui peut se passer. Et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici aux prochaines élections. Moi, ce que j'ai envie de te dire, parce que, et je le vois, puis je ne suis pas le seul non plus, peut-être un peu après cet été, parce que t'es juste à mentionner que, tu as raison de mentionner que depuis l'été, on voit cette montée-là du Parti conservateur, puis on se demandait, coudonc, là, les libéraux sont où, là? Ils dorment-tu? Il y a aucune publicité, il n'y a rien qu'ils font. Ils laissent tout le terrain libre aux conservateurs, puis ça les a aidés sûrement cette année-là à au moins commencer cette tendance-là. Puis, on a parlé un peu aux épisodes précédents, est-ce qu'il y a une stratégie des libéraux? Et ce que moi, personnellement, j'ai remarqué, et encore là, je ne suis pas le seul, on le voit un peu partout, c'est cette tendance-là des députés libéraux, puis toute ce clan libéral-là, de peinturer les conservateurs comme des extrémistes et de gens qui prennent une page du livre de Trump, Far-Right Extremist Politics, Trump-like Policies. Est-ce que c'est ça qu'on veut au Canada? C'est ça les conservateurs? Puis est-ce que c'est ça? Puis on est en train de les peinturer un peu de cette façon-là, de faire le contraste de ce qu'on a vu aux États-Unis, comme si c'était un régime nazi ou je sais pas trop quoi. Là, moi, l'utilisation de ces termes-là, là, far-right ou extremism, j'ai l'impression qu'on a oublié c'est quoi être un extrémiste, puis la place qu'ils ont eue dans une histoire quand même assez récente, là, tu comprends? Et j'ai un problème avec ça. Ouais. Et on l'a vu, on va pas rentrer en détail, mais il y a un député libéral, je pense, de la Colombie-Britannique qui a fait un tweet suite à un meurtre au Manitoba de 3 personnes, puis est parti dans une affaire où il a comparé le meurtre
il a lié le meurtre avec ce discours-là, justement, des conservateurs. Et est-ce que ce meurtre-là pourrait être lié à cette idéologie-là, blablabla? Puis il a dit que Pierre Poilievre, c'est le creep qui essaie de nous mettre ces idéologies-là des États-Unis. Moi, ça m'a dérangé beaucoup, là. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il y a des amalgames qui sont grotesques et qu'il faut éviter de faire. Mais malheureusement, la nature de la politique, c'est souvent d'essayer de définir l'adversaire avant qu'il ne vous définisse. Ouais. Et dans ce jeu-là, les conservateurs de Stephen Harper à l'époque étaient très bons à ça. D'ailleurs, tu demanderas à Stéphane Dion et à Michael Ignatieff comment les conservateurs avaient été aussi excellents à les définir et à détruire leur carrière politique. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Depuis quelques années, c'est l'inverse. Les libéraux sont bons à le faire avec les conservateurs. Mais George, je veux juste te dire une affaire. C'est-à-dire que les conservateurs, parfois, la nature de ce parti-là, qui est une espèce d'énorme coalition, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe avec les énormes coalitions? C'est que tu commences à avoir des gens qui viennent d'un peu partout, puis ils se disent conservatisme, mais ils ne sont pas conservateurs pour toujours les mêmes raisons, tu sais. Ouais. Et donc, par exemple, quand leurs adversaires essayent de les dépeindre comme des extrémistes, ils n'ont pas besoin d'arriver jusqu'au meurtre et aux exactions qu'on pouvait voir en Europe dans le siècle dernier, au début du siècle dernier, ou des choses comme ça, là, tu sais, de l'espèce d'extrémisme de droite, Non, en fait, pour eux autres, là, simplement, de vouloir ramener, de devoir retourner ou de faire ramener en arrière le Canada sur la question de l'avortement, pour beaucoup de gens, c'est de l'extrême. Mm-hmm. C'est de l'extrémisme. Pour des gens, le droit de port d'armes, qui ne sont pas des armes de chasse, là, mais des armes, des armes de guerre, là, mm-hmm. Quasiment, là, des trucs automatiques et autres, etc. Il y a des gens, ils voient ça comme étant extrémistes. Ils se disent, George et Salim, ils n'ont pas besoin de ce genre d'armes-là. Pourquoi se balader avec ces armes-là au Canada? C'est pas ton fusil de chasse, là. Ça, on parle d'autre chose, là. Ouais. Y a des gens qui te disent que, je sais pas moi, des politiques comme congédier le président de la Banque centrale canadienne, c'est extrême. Alors, l'extrême, chaque personne le voit d'une certaine manière, là, mais aujourd'hui, les politiciens ont tous compris une chose, c'est que les Canadiens étaient au centre. Mais au lieu de proposer une politique de centre, ils campent à droite ou à gauche, puis ils essayent d'attirer le vote du centre vers eux. Ce qui est dommage, parce qu'ils devraient plutôt aller se camper dans un centre où ils pourraient aller chercher le plus grand nombre de personnes. Et donc, forcément, c'est un jeu qui est joué de manière à essayer d'attirer du monde. Alors, les libéraux vont dire que les conservateurs sont extrêmes sur l'environnement, par exemple, qu'ils ne veulent pas reconnaître les changements climatiques, c'est extrême. T'sais. Donc, c'est ça. Mais c'est différent, Salim, parce que, oui, tu as raison, c'est un jeu politique qui se joue depuis des décennies. On essaie de définir les adversaires. Mais normalement, c'était toujours autour d'une idéologie politique et d'une position, soit partisane ou politique. Ça n'a jamais été aussi grand, à mon avis, grave là, de dire que l'autre, là, c'est un far-right, là, puis il est en train de nous amener des politiques des États-Unis comme si les États-Unis, c'est une dictature ou je sais pas trop quoi. Oui, on sait que la politique aux États-Unis ces jours-ci, c'est un peu fragile, mais de suggérer que on a des élus ici ou des membres du Parlement qui voudraient ce type de politique pour moi, c'est comme t'es désespéré à ce point-là où tu
tu vas abaisser ton collègue, c'est sûr que c'est un adversaire, mais d'aller à cette distance-là, et je Mais sais attends, pas, alors, non, mais regarde, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire dépeindre des collègues ou d'autres élus canadiens comme étant des espèces de déséquilibrés ou des choses comme ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas sa place en politique. Je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, par contre, il ne faut pas nier certains faits qui sont réels. Il y a une partie de la population au Canada qui n'écoute que la télévision américaine et qui, par conséquent, est convaincu que certains enjeux sociaux américains existent au Canada. Or, parfois, ils n'existent pas ou s'ils existent, c'est très minime. En tout cas, pas à la hauteur qu'on le voit au Canada. Et oui, il y a certains politiciens qui utilisent ça pour aller chercher cet électorat-là. Non, je comprends, mais je veux juste faire le lien avec ce que tu as dit avec Stephen Harper. T'sais, les élus là, sont souvent regardés comme l'exemple, tu comprends? Donc, si le chef d'un parti ou le chef d'un gouvernement agit d'une certaine façon, ben ça donne le droit aux gens de s'exprimer, de sortir toute cette poubelle-là de façon plus intensive. Stephen Harper là, n'a jamais critiqué Stéphane Dion ou Ignatieff d'être communiste ou d'être far left. Il attaquait sur peut-être des idéologies de son plan économique ou whatever. Mais écoute. Regarde, je sais que ça remonte à plusieurs années maintenant, là, plus de 10 ans, là, mais moi, je me souviens de publicités négatives, des publicités négatives à la télé, ce qu'on n'a pas vu dans les dernières années, mais des publicités négatives lancées par Stephen Harper et son parti à l'époque, qui présentaient même des images très peu flatteuses de Stéphane Dion, où il avait l'air d'être un demeuré à la télé, alors que, bon, tu sais... Oui, OK, ça c'est correct. Tu dis, je sais pas, regardez, mais je sais pas si c'est correct, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas correct. Non, oui, mais je veux dire, c'est qu'il a jamais dit, oh, Stéphane Dion, là, il est en train de nous amener, il veut importer des idéologies far left, communistes de la Chine. Oui, on a entendu des choses comme ça. Honnêtement, je me rappelle. Franchement, oui. Puis, honnêtement, là, j'ai un peu le mauvais rôle parce que j'ai comme l'impression que je suis en train de défendre les libéraux versus les conservateurs. Or, je n'ai pas de... Je suis orphelin. Je suis orphelin. Moi aussi, d'ailleurs. Au fédéral, je suis orphelin. Mais d'ailleurs, je vais être très honnête avec toi, la raison pour laquelle je suis orphelin, c'est parce qu'il y a des choses que je prendrais chez les conservateurs volontiers et des choses que je prendrais chez les libéraux volontiers. Ouais. Mais malheureusement, un tel parti n'existe pas. Mais si on devait parler, par exemple, des conservateurs, moi, j'ai envie de dire, s'ils étaient clairs sur un certain nombre de sujets, je crois qu'ils se feraient élire sans aucune difficulté au Canada avec une très large majorité. Ouais. Donc, tu sais, il suffit d'être clair sur les intentions sur les questions d'avortement, être clair sur le degré de tolérance de la circulation et le port d'armes au Canada. Il suffit de reconnaître les changements climatiques et d'y apporter une solution qui soit motivée par l'économie, c'est-à-dire trouver des moyens du marché comme la bourse du carbone et non pas des taxes, etc. Comme évidemment les conservateurs sont allergiques aux taxes. De trouver des moyens. Puis, dès que tu es clair sur 4-5 points, pas beaucoup là, on parle de 4-5 points. Mm-hmm. Tout le reste, il y a beaucoup de Canadiens qui vont se retrouver dans ce que le Parti conservateur offre. Et d'ailleurs, quand les Canadiens votent massivement pour le Parti conservateur, c'est rarement pour les éléments divisifs. Ils votent plus pour des éléments plus constructifs que ce parti-là peut offrir.